Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans votre podcast intime et politique. Les filles d'Olympe, c'est une contribution pour des femmes fortes dans l'espace public, mais c'est aussi une filiation symbolique avec Olympe de Gouges, la première féministe moderne, qui payera d'ailleurs de sa vie son engagement politique. Épisode après épisode, ici, on construit cet héritage ensemble, à travers des réflexions, à travers des rencontres et des partages, mais aussi à travers des outils pour affûter votre discours, assumer votre place, incarner vos valeurs, étendre votre influence ou décupler votre impact. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, parce que nos impossibles sont des passages, des portes que nous n'avons pas encore ouvertes et qui méritent pourtant tellement de l'être. Ensemble, nous les ouvrirons, que dis-je, nous les défoncerons, avec toutes les tactiques dont nous savons faire preuve. Et pour cette saison 3, je vous propose des contre-feux. Contre-feux aux discours de plus en plus dominants, aux mots interdits, aux mots sacrilèges. Chaque épisode sera donc l'occasion de rallumer les braises sur un de ces mots bannis, parce que les mots qu'on nous enlève sont souvent ceux qui dérangent, qui portent lutte, qui portent mémoire. Parce que nos récits de vie façonnent notre regard sur le monde, parce que nos doutes sont souvent des histoires qu'on nous a racontées, parce que revisiter l'histoire, c'est se donner le droit d'écrire la suite autrement. Alors, je vous emmène, c'est parti. Allons ensemble allumer le feu. Salut les filles d'Olympe, je vous retrouve aujourd'hui avec un mot qui n'est pas interdit, mais un mot qui explique les mots interdits. Ce mot, c'est backlash. Et j'arrive aussi avec une question un peu provocatrice, peut-être, qui est « Et si ce backlash était une bonne nouvelle ?» C'est de ça dont on va s'occuper dans cet épisode. On va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce que c'est que ce backlash, comment il se met en place dans notre société, de quoi on parle quand on parle de backlash, et puis savoir si c'est ou non une bonne nouvelle. Alors, c'est un peu provocateur, parce que je sais bien que quand on regarde autour de nous, quand on voit ce qui se passe, quand on voit les violences sexistes qui sont à l'œuvre absolument partout, quand on voit la montée en puissance des discours totalement misogynes qui prennent de plus en plus d'ampleur, quand on voit les attaques contre le droit à l'avortement, par exemple, évidemment que c'est compliqué de se dire qu'on est en terre infertile et que c'est une bonne nouvelle que de devoir débattre d'un backlash, que de devoir faire face à un backlash. Puis en même temps, c'est peut-être le signe qu'on est en train de sérieusement déranger avec nos acquis, nous les femmes, qui avons acquis beaucoup de droits au cours des dernières dizaines d'années, et qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher d'intéressant en termes de changement de société ou de résistance au changement de cette société. Backlash, en fait, ça veut dire retour de bâton. Et le terme, il a été utilisé dans un livre assez fondamental qui a été publié en 1991 par Suzanne Faloudi. Suzanne Faloudi, elle était journaliste, notamment au Wall Street Journal. Et puis, elle a publié ce bouquin en 91 à un moment où on assistait aussi à un backlash qu'on appelle un retour de bâton. Je parle là, bien sûr, du monde du féminisme. Je parle de là du monde des rapports hommes-femmes dans la société. Elle a mis un sous-titre à son bouquin qui était « La guerre froide contre les femmes ». Moi, j'avais 18 ans quand ce bouquin est sorti. Et franchement, j'étais extrêmement concernée par ces questions. J'avais lu énormément d'écrits féministes, tout ce que je pouvais trouver qui me passait sous les yeux, je le lisais. J'étais extrêmement intéressée à comprendre les mécanismes qui étaient à l'œuvre dans cette société. Pourquoi je me sentais comme ça, empêchée? Comment ça se fait que parce que j'étais une femme, j'avais des choix qui étaient parfois limités? Comment ça se faisait aussi que j'avais un rapport à ce point-là tendu avec mon père qui imposait une loi extrêmement patriarcale dans ma famille? Et moi, je vivais encore avec mes parents à ce moment-là. Comment se faisait-il que c'était si compliqué de pouvoir être une fille dans une société qui, a priori, ne donnait la liberté à tout le monde? Et c'était des questions avec lesquelles j'étais quotidiennement aux prises. Je me posais 1 milliard de questions à ce sujet. J'étais très en révolte contre tous les abus de pouvoir masculin, parce qu'à force de lire des bouquins féministes, évidemment, je les voyais apparaître, tous ces abus de pouvoir. Je voyais très bien comment le patriarcat se mettait en place. Je voyais comment on m'avait incité à faire un métier de fille et
pas un métier de garçon. Je voyais comment il y avait des choix qui m'étaient pas destinés, que le fait d'être nulle en maths à l'école, ça posait aucun problème puisque j'étais une fille. Ça posait non plus aucun problème parce que j'étais non seulement une fille, mais en plus une fille d'ouvrier. Donc de toute façon, il y avait absolument aucun espoir pour moi de sortir de ma condition. Et ça, je le sentais extrêmement puissamment. J'avais choisi de faire un apprentissage de libraire parce que j'adorais lire, parce que j'adorais la littérature, parce que je lisais beaucoup. Et puis je me retrouvais en fait dans une situation où j'étais confrontée aussi à cette notion de genre tous les jours, puisque non seulement j'étais une femme, mais en plus j'étais jeune. Et donc j'avais absolument aucune crédibilité auprès des clients. Pas tous, évidemment, il y avait des exceptions, mais globalement les clients, plus que les clientes, mais les clientes aussi parfois, ne me considéraient absolument pas. Alors que moi, j'étais un ordinateur sur pattes, puis que j'avais une espèce d'objectif finalement à tenir, qui était de toujours connaître le nom des bouquins, le titre, les auteurs, suivre tout ce qui se faisait. Je lisais énormément, je bouffais énormément de bouquins. Et puis en fait, quand j'allais conseiller des livres à des gens qui venaient en librairie, souvent, j'étais vue comme une jeune gamine qui n'y connaissait rien en fait. Et c'était pas très facile, je me sentais très humiliée à ce moment-là. Je crois que c'est aussi pour ça que le bouquin de Suzanne Faludi a tellement fait mouche pour moi, parce qu'il m'a donné des clés. Il m'a donné des pistes de réflexion et il m'a donné une analyse qui m'a permis de revoir cette société un peu sous un autre angle, puis de comprendre un petit peu mieux ce qui s'y jouait. Et puis, je ne sais pas ce qu'il en va pour vous, mais moi, je crois que quand on commence de comprendre un peu mieux la société dans laquelle on vit, on y trouve quand même d'autres marques. Et c'est un petit peu plus simple à vivre, je crois, au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Suzanne Faludi, qui m'intéresse tellement alors que je suis une adolescente de 18 ans et puis que mes copines ne partagent pas du tout mon intérêt pour les questions féministes. Il faut quand même le dire, c'est pas une époque où c'était à la mode de s'intéresser à ces questions-là, et mes copines, elles étaient plutôt intéressées à d'autres trucs et elles me laissaient un peu, je crois même qu'elles n'étaient pas tout à fait au courant du fait que je m'intéressais à ce point-là à cette question, même si on avait des conversations très animées à ce sujet et souvent assez édifiantes pour moi. Donc en fait, Suzanne Faludi, elle dit quelque chose de très simple. Elle écrit ce livre donc en 91, c'est 10 ans après l'arrivée de Ronald Reagan au pouvoir aux États-Unis. Il a été élu en 1981, et elle montre comment, durant les 10 années qui viennent de s'écouler, il y a eu une réaction politique, une réaction sociale, une réaction culturelle aussi massive contre les acquis féministes qui avaient été obtenus durant les années 60 et 70. Et puis elle montre surtout que c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Et donc, elle montre, bien sûr, aussi des pistes pour aujourd'hui, on va en reparler, parce que ce qui se passe avec Trump n'est pas du tout différent de ce qui s'est passé avec Reagan à partir de 1981, et on va voir comment les choses se sont mises en place. En fait, ce qu'elle montre, Suzanne Faludi, c'est que dès qu'un mouvement féministe obtient une victoire, obtient une avancée, il y a une contre-attaque qui se met en place. C'est pas une contre-attaque tout à fait franche, c'est pas une contre-attaque tout à fait visible au premier abord, mais c'est bien et bel et bien une contre-attaque. Ça se fait assez méthodiquement, ça se fait assez sournoisement, ça se fait assez en sous-marin, mais elle est bel et bien là. À l'époque, par exemple, il y a des médias qui se mettent à s'alarmer. Ils se mettent à s'alarmer, les médias, parce que ils ont peur que les femmes soient plus malheureuses qu'avant. Avant quoi? Avant le moment où elles avaient le droit de pouvoir disposer librement de leur corps et pouvoir prendre un travail sans demander l'accord de leur mari. Il y aurait aussi une pénurie d'hommes, et ça inquiète beaucoup les médias de cette époque-là. Et puis, il y aurait aussi une épidémie d'infertilité. Et en fait, ce qu'on constate dans les années 80-90, c'est qu'il y a une vague de discours médiatiques, mais évidemment soutenus par le politique, qui disent que les femmes qui travaillent sont quand même beaucoup plus malheureuses que celles qui restent au foyer, et que c'est très bien toute cette émancipation, mais que ça conduit pas franchement au bonheur. En tout cas, ça donne pas l'impression. Et puis, c'est là que va naître cette figure de la businesswoman capable de tout gérer, d'avoir d'être super forte dans tous les domaines, de faire de l'aérobic comme une folle, et puis en même temps d'être totalement à disposition avec ses ongles bien laqués pour toute la famille. Vous vous souvenez de ces images peut-être ou peut-être pas du tout, mais en fait ça a vraiment beaucoup marqué ces années 80 qui ont aussi été des années de réflexion et de pensée parfois un peu indigentes, pas toujours, parce que bien sûr il ne se passe pas que ça. Moi je me souviens que quand j'étais apprentie en librairie, on vendait un livre qui était sorti en 1990 et qui illustre bien cette histoire-là.
livre-là. C'était un marabout, un poche, donc ça coûtait pas cher, donc on le vendait beaucoup, qui s'appelait Belle, intelligente et seule. Et ça montrait en fait comment, évidemment l'auteur était américain, et ça montrait comment les femmes, en fait, en voulant être autonomes, en voulant être libres, en voulant être tout à fait disponibles pour leur propre vie, elles se rendaient stériles, tristes et punies parce qu'aucun homme ne les observait, aucun homme ne voulait d'elles. Donc en fait, Faloudi, elle démonte tout ça. Elle va déconstruire complètement ce genre de discours et puis elle va montrer comment ces discours-là, ça remet les femmes à leur place. Et elle est où la place des femmes ? À la cuisine, bien évidemment. Suzanne Faloudi, elle le montre absolument clairement. Le backlash, c'est pas une émotion collective. Le backlash, c'est une stratégie de pouvoir. C'est des alliances qui sont tout à fait organisées. C'est les politiques, souvent les partis conservateurs. Ce sont les médias qui vont suivre, parce qu'ils n'ont pas la force de pouvoir se rebeller. Ce sont les groupes religieux qui vont aussi trouver, bien sûr, un énorme intérêt à soutenir ce genre d'idées. Et puis, ça peut être aussi les intellectuels réactionnaires. Ça peut être aussi simplement les hommes. Et la tribu des hommes, si on peut l'appeler comme ça, qui ont tout intérêt à conserver les pouvoirs qui sont les leurs à cette époque, ou qui sont les leurs dans la vie, telle qu'on l'envisage socialement à plein d'époques différentes. C'est aussi les lobbies financiers, parce qu'il y a évidemment des intérêts économiques énormes au fait que les femmes se mettent à travailler ou que les femmes prennent une place active dans la société. C'est pas quelque chose qui passe comme ça, comme de rien. En fait, c'est l'ensemble du système patriarcal qui va avoir intérêt à faire que l'ordre établi soit rétabli, justement, et que ce ne soit pas les femmes qui prennent plus de place dans l'espace public. Si je vous dis ça, c'est parce que y a plein de traces dans l'histoire. Il y a plein de traces dans l'histoire de ce que Faloudi appelle le blaming the victim, c'est-à-dire faire porter aux femmes la responsabilité de ce qu'on leur fait subir. C'est une technique très ancienne, c'est une technique très efficace et c'est aussi encore actif. Alors, si je vous donne quelques clés dans l'histoire comme ça où on a assisté à ce genre de retour de bâton, eh bien, il y a eu par exemple le moment où les suffragettes se sont exprimées. Les suffragettes, c'est les premières féministes début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe, en Angleterre, aux États-Unis, qui se sont rebellées, qui se sont associées pour obtenir le droit de vote. Les suffragettes, elles étaient connues parce qu'elles avaient une politique média, une politique communication. Elles s'habillaient toujours en blanc, elles étaient visibles, on les voyait très bien. Et puis, elles pouvaient bien sûr être entendues. En tout cas, elles ont essayé d'être entendues, avec tout ce que ça signifie en termes de combat à mener. Et puis, elles ont obtenu gain de cause puisque le droit de vote a été accordé aux femmes en Angleterre ou aux États-Unis. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après ça ? Eh bien, il s'est passé sans surprise un retour de bâton avec un retour à ce qu'on peut appeler la domesticité, c'est-à-dire qu'on a ramené les femmes au foyer. C'est aussi la période de la crise de 29, c'est-à-dire une période de crise économique où les femmes n'ont plus tout à fait, vous savez, quand il y a un grand événement comme ça qui se passe dans le monde, la question féministe, elle disparaît des écrans et donc les femmes sont retournées au foyer en n'étant pas forcément heureuses de le faire, mais on a vraiment poussé à ce que les femmes ne restent pas dans l'espace public et ne continuent pas de revendiquer après avoir obtenu ce fameux droit de vote dont on estimait qu'elle était l'acquis suprême et que les revendications pouvaient s'arrêter là. Puis ensuite est arrivée la Seconde Guerre mondiale et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les femmes sont restées à la maison pendant que les hommes partaient au front. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé de plus ? Eh bien, les femmes sont sorties de leur foyer, bien sûr, pour prendre les postes dans l'économie parce qu'il fallait faire fonctionner l'économie de guerre, mais l'économie tout court. Et donc, elles ont pris des postes à responsabilité importante durant cette période de Deuxième Guerre. Et au moment où la Deuxième Guerre se termine, il se passe quoi ? Les hommes reviennent. Et les hommes qui reviennent, ils attendent absolument de pouvoir reprendre leur vie comme elle était avant la Deuxième Guerre, et donc les femmes sont renvoyées au foyer. Il y a une étude célèbre qui montre comment, à cette période-là, donc dans la vague qui va aller de la fin de la Deuxième Guerre, fin des années 40, début des années 50, il y a une immense vague de dépression féminine aux États-Unis qui a été observée, et peut-être pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, mais celle-là, elle est documentée, et qui montre en fait qu'elles étaient extrêmement malheureuses. Mais qu'est-ce qui a découlé de ça ? Eh bien, ce qui a découlé, c'est une idée que les femmes étaient fragiles, qu'elles étaient faibles, qu'elles n'étaient pas capables d'assumer des tâches importantes et qu'elles étaient très facilement déprimées. C'est aussi là qu'on travaille sur la santé mentale des femmes aujourd'hui et puis qu'on continue de véhiculer un discours qui dit qu'elles seraient plus fragiles que les hommes, qu'elles seraient plus sujettes à la mélancolie ou à des choses de ce genre-là.
Et donc arrivent les années 70, les années 60 d'abord, et puis évidemment une vague de révolte, parce que les femmes là, c'est bon, elles ont passé 15 ans à la maison, elles sont déprimées à mort, elles ont besoin de bouger quoi. Et donc là va s'enclencher la grande révolution sociale, politique et féministe des années 60 et 70, dont on sait qu'elles ont aussi permis plein d'acquis, puisque c'est à ce moment-là qu'on a obtenu des droits à l'avortement. C'est à ce moment-là qu'est apparue la pilule contraceptive, un petit peu avant, mais elle est quand même très librement déployée durant ces années-là. Et puis tous les combats qui ont été menés durant cette période, le droit à disposer de son corps, dont je parlais tout à l'heure, la possibilité de pouvoir réguler les naissances, la possibilité de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, toutes ces choses-là, sortir de la cuisine, enfin, etc. Toutes ces choses-là, ça passe par la révolution féministe des années 60 et 70 qui, sans surprise, va être confrontée après ces années-là à l'arrivée de Reagan dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc en fait, on se rend compte que le backlash et que son mécanisme, il n'est pas du tout exceptionnel, il n'est pas du tout original, il est même au contraire extrêmement documenté et très présent dans l'histoire du XXe siècle, mais on pourrait remonter bien avant pour voir que les traces de ce genre de retour de bâton existent bien avant. Alors aujourd'hui, on en est où? Parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment aussi l'actualité, quoi. Alors, évidemment, sans spoiler quoi que ce soit, vous avez bien compris qu'on était en plein dans un retour de bâton, en plein dans un backlash, et que depuis MeToo 2016-2017, la réaction est extrêmement violente. Donc cette réaction, elle est institutionnelle, bien sûr, elle est culturelle, mais elle est aussi politique et elle est aussi juridique. Et quand on voit les droits à l'avortement qui tombent un peu partout les uns après les autres, quand on voit des politiques extrêmement traditionnalistes qui prennent la place et qui montent en puissance, quand on voit l'arrivée de mouvements comme les tradwives par exemple, où on glorifie le fait d'être femme au foyer et d'être soumise à son époux, quand on voit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux en termes d'émergence du masculinisme, on peut se dire que oui, le retour de bâton, il est là, il est très bien là, très bien installé, et il ne va pas disparaître de sitôt. Mais il permet d'activer un discours. Il permet de faire que, contrairement aux années 90 où l'intérêt pour les questions féministes était largement retombé, eh bien aujourd'hui, on s'intéresse vraiment à cette question-là et on laisse pas tout à fait passer tout ce qui pourrait exister. Et ça, c'est peut-être là la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une montée en puissance de l'idée politique, une montée en puissance du positionnement en fait de chacun et de chacune dans cette société à ce sujet. Et puis peut-être que là, il y a quelque chose d'assez vif qui est en train de se produire, puis qui est peut-être là le point sur lequel on pourrait voir des acquis plutôt positifs à cette période de crise ou cette période de stratégie de retour au foyer des femmes, puisque c'est bien là ce qui est visé au final. Il y a aussi une très grande différence aujourd'hui par rapport aux périodes qui nous ont précédées, c'est l'existence des réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, c'est une énorme caisse de résonance et de place pour pouvoir dire tout et n'importe quoi, peut-être, mais c'est aussi un endroit dans lequel on peut diffuser des discours féministes et il y a des voix très entendues, très écoutées autour de ces questions-là qui vont distiller un certain nombre d'idées dans les oreilles des ados de 13 ans, ce qui est jamais tout à fait inutile, mais on sait aussi que c'est une période où les idées sont très tranchées et puis qu'on est sous tension sur toutes ces questions-là. Et donc, il faut pas oublier non plus que les réseaux sociaux, c'est aussi le nid des milieux masculinistes dont je vais parler dans un instant et puis qui posent bien sûr tous les enjeux du backlash, tous les enjeux de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre société, puis qui représentent alors là aussi un véritable retour de bâton. Vous savez peut-être que la France a récemment lancé une commission parlementaire sur les influenceurs qui sont présents sur TikTok. Elle a fermé des comptes comme ceux d'Adé Laurent ou de Alexis Chance. Et je vous invite, si vous ne les connaissez pas, à aller les écouter, ces deux, ou plusieurs, parce qu'ils sont pleins à raconter des trucs complètement édifiants, puisque ces personnes veulent renvoyer les femmes à leur statut d'objet sexuel au minimum, et puis avec plein d'autres belles idées en tête. Je ne vais pas trop les détailler, parce que j'ai pas spécialement envie de passer du temps sur ces figures qui finalement sont anecdotiques et qui, sans les réseaux sociaux, n'existeraient vraiment nulle part dans les médias ou dans le débat qui nous occupe.
Mais j'ai envie de vous parler quand même un peu plus longtemps d'un des masculinistes qui a un visage important et qui est peut-être celui qui illustre le mieux ce backlash. Il s'appelle Andrew Tate. Andrew Tate, c'est un ancien kickboxer, c'est un influenceur qui est multimillionnaire aujourd'hui et on peut dire de lui qu'il est le roi de la misogynie virale, appelons-le ainsi. Il dit en fait que les femmes doivent obéir, il dit que la violence se justifie tout à fait quand elles ne sont pas suffisamment soumises et que les hommes doivent dominer. Ça, c'est un peu les grandes idées d'Andrew Tate qui sont diffusées largement sur les réseaux sociaux et qui font des millions de vues partout sur tous les réseaux dans lesquels il intervient. Alors lui, il a été banni de plein de plateformes, bien sûr, il a été remis à sa place pas mal de fois. Le problème avec Andrew Tate, c'est qu'il est beaucoup plus dangereux que simplement par ses paroles, puisqu'il est aussi accusé de viol, il est accusé de traite d'êtres humains, il a des procès en cours dans différents pays, notamment aujourd'hui en Roumanie, mais pourtant, il n'en demeure pas moins qu'il reste une voix extrêmement écoutée. C'est quelqu'un qui est très très écouté, très très repris, très très cité, largement, et d'ailleurs je suis en train de le faire aussi, même si je vous donne pas de détails sur ce qu'il nous dit. Et puis ces vidéos font des millions de vues. Et tout ça, vous voyez, tout ça, c'est pas un accident. Tout ça, c'est véritablement une stratégie parce que si Andrew Tate peut exister, c'est qu'il est financé. Et sans surprise, on sait qu'il est non seulement financé, mais aussi relayé et soutenu politiquement par la famille Trump. Donald Trump a d'ailleurs soutenu récemment sa libération. Il n'avait plus droit d'accès aux États-Unis. Il était réfugié en Roumanie où là, d'ailleurs, il avait différents procès sur lesquels il devait répondre. Et en fait, Trump a annulé son bannissement des États-Unis pour le faire rentrer, pour lui redonner une place, parce que évidemment que le discours de Donald Trump va absolument dans ce sens-là, parce qu'il a tout intérêt à faire que les hommes puissent prendre une place différente dans la société, puis revenir à une forme de patriarcat qu'il incarne extrêmement bien. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc en fait, on retrouve les paroles de Suzanne Faludi. Elle l'avait dit, chaque fois que les hommes avancent, il y a une vague qui revient pour les faire reculer. Et Andrew Tate, c'est une vague extrêmement bien organisée. Je pourrais vous en dire plus sur ce personnage, et puis en même temps, je crois qu'on va passer à la suite. Et la suite, c'est d'essayer de se dire au fond, qu'est-ce qu'on fait face au backlash ? Quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place face à ce genre de retour de bâton ? Alors c'est quoi ces stratégies de backlash ? Comment on s'y prend pour mettre en place ce retour de bâton dans notre société ? Alors évidemment, celui qui donne naissance à ce podcast, qui donne naissance à cette série spéciale, c'est l'interdiction de certains mots par l'administration Trump. Donc ça, par exemple, c'est une illustration du backlash, puisque cette interdiction de mots qui concerne l'inclusion, qui concerne la diversité, qui concerne l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, mais aussi la place de la transidentité dans la société, et puis toutes les questions environnementales qui viennent se greffer là-dessus, eh bien tout ça, ce sont des exemples qui ne sont pas que des interdictions de mots, mais qui sont aussi des interdictions et des suppressions de budget. Ça veut dire qu'il y a des recherches qui ne se font plus, ça veut dire qu'il y a des personnes qui perdent leur travail, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont ostracisés parce qu'elles défendent un certain nombre de sujets autour de ces thèmes, parce que la question des femmes, d'ailleurs le mot femme fait partie de la liste des mots interdits, pose un énorme problème à une administration qui veut ce retour au patriarcat de manière extrêmement drastique. Alors, on se souvient que Suzanne Faludi, elle disait que le backlash, c'était pas une réaction spontanée, c'était une stratégie. Et qu'il y avait l'idée d'une contre-offensive. Alors, aujourd'hui, ça prend d'autres formes très concrètes. Il y a bien sûr l'histoire des mots interdits dont je viens de parler, mais il y en a d'autres. Il y a toute une série de clichés de genre qui refont leur apparition, dont on pensait qu'ils avaient disparu. Et ces clichés de genre, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est par exemple l'image de la tradwife qui tout à coup fait un tabac sur les réseaux sociaux. Et il y a un autre discours, une petite musique comme ça qu'on entend beaucoup aussi, qui est, au fond, les hommes seraient les vraies victimes du féminisme. C'est-à-dire que les hommes ne savent plus très bien ce qu'ils ont le droit de faire ou pas faire. Le fameux « on ne peut plus rien dire » apparaît à chaque détour de conversation.
Et puis, il y a bien sûr un retour de bâton financier également, puisque ce backlash, ça représente énormément d'argent, énormément d'enjeux pour l'économie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de groupes religieux qui vont se rallier à ces idées du backlash et qui vont mettre en place toute une palette d'influenceurs virilistes comme Andrew Tate dont on a parlé tout à l'heure. Ça a aussi un impact bien sûr sur les adolescents, sur les adolescentes, sur la manière dont on se construit dans son identité de genre, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se joue là et qui est extrêmement problématique. Il y a quelque chose aussi dans une forme de rhétorique très culpabilisante qu'on entend beaucoup, puisque le féminisme serait trop radical, les femmes ne veulent plus des hommes, mais c'est des choses qu'on entendait déjà dans les années 70. On n'a rien inventé, simplement qu'ils ont été remis au goût du jour, qu'ils ont été réactualisés, puis on en fait des slogans comme si c'était une nouveauté. Si le backlash existe, c'est que c'est la preuve que ça bouge. C'est la preuve que quelque chose est en mouvement et que les réactions qui sont extrêmement fortes montrent bien qu'il y a une peur de voir s'installer une organisation de société un peu différente. Alors comment on fait pour résister? Comment on fait pour poser sa plaque, pour poser sa pierre à l'édifice de quelque chose de plus égalitaire? En fait, les outils, ils sont connus depuis bien longtemps et Suzanne Faludi en parlait déjà et ils n'ont pas vraiment changé en fait. D'abord, il s'agit de faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire déconstruire un certain nombre de mythes, comprendre ce qui se joue dans les coulisses de notre société. Il s'agit aussi de rester vigilant, ne pas se laisser diviser. Il y a aussi possibilité de s'engager. Alors bien sûr, on peut s'engager dans des collectifs, il y a des collectifs féministes un peu partout. On peut aussi ne pas du tout se retrouver dans ce genre de discours, ce qui est un peu mon cas. Moi, je me retrouve pas vraiment dans les groupes militants, ça n'a jamais été le cas. Je crois qu'il y a une espèce de voie médiane. J'ai rien contre eux, contre ces personnes. Je trouve très bien qu'il y ait du militantisme. Je suis pas sûre que pour ma part, ce soit la place que j'ai envie d'avoir et que j'ai envie d'utiliser dans la manière dont je parle de ces questions. Il y a des engagements dans les récits et dans la manière dont on transmet une information, dont on peut la questionner, dont on peut la discuter ensemble, et c'est peut-être ce qu'on est en train de faire maintenant. Et puis il y a aussi la création de nouveaux discours, de contre-discours, d'histoires qui racontent autre chose, de récits préférés, comme on dirait en pratique narrative, de récits alternatifs qui racontent pourquoi c'est important que tout le monde puisse vivre ensemble, puisque nous sommes dans une société complexe, une société qui a des enjeux extrêmement compliqués, et puis qui fait que rien n'est simple effectivement, mais que ce n'est pas en renvoyant un genre au foyer par rapport à un autre qui n'y serait pas, qu'on arriverait à quelque chose qui soit égalitaire. C'est pas du tout ça, en fait, l'idée. Et puis, je pense que là-dessus, il y a peut-être des choses à aller soulever, en fait. Peut-être par ce podcast, peut-être par plein d'autres moyens. Et des écrits, des publications, des productions culturelles, des productions scientifiques autour de ces questions, il y en a énormément en ce moment. Et puis, il y a aussi la transmission. Peut-être que le fait de transmettre, de raconter l'histoire, de se souvenir que cette histoire, elle n'est pas récente, mais qu'elle est le produit d'une filiation, d'une suite, d'une époque, d'époques qui se sont succédées, c'est très important, je crois aussi. Et de parler aussi des moments de victoire, des moments de résistance, des moments de raté aussi, puisque c'est à travers tout ça qu'on apprend des choses. Et puis surtout, je crois que ça, c'est peut-être le plus important, c'est de faire alliance. De se dire, oui, nous sommes conscients, nous sommes conscientes de ces enjeux et nous sommes investis, nous appartenons à une société dans laquelle toutes ces questions-là sont extrêmement complexes aujourd'hui et qu'elles méritent peut-être d'être questionnées, d'être débattues, d'être discutées, d'être pensées, puis peut-être d'être appliquées à sa propre vie en observant déjà comment fonctionne sa propre vie, en quoi nous sommes concernés par tout ça, à quel moment nous faisons des concessions à quelque chose qui pourrait nous remettre en question notre liberté ou notre autonomie ou notre capacité de penser par nous-mêmes, à quel moment on baisse la garde en fait, puisque nous sommes finalement que des êtres humains et c'est possible de le faire, mais c'est important de pouvoir être conscient de ça aussi de manière individuelle parce que personne ne va gagner seul ce combat. Personne ne va comprendre seul comment fonctionne cette société et comment elle peut gagner à pouvoir retrouver une forme d'équilibre en sortant de cette période de retour de bâton.
On en sortira de toute façon, puisque l'histoire nous a montré qu'on en sortait toujours. Mais il y a parfois des dégâts, il y a parfois des choses sur lesquelles on doit revenir. On pensait que c'était des acquis et il s'agit de les reconquérir. Peut-être que c'est aussi des pertes de temps, peut-être que c'est aussi des points sur lesquels ce serait bien d'avancer un peu plus vite. Bon, voilà, c'est comme ça. Les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui, mais ça ne nous empêche pas de nous engager, ça ne nous empêche pas de nous positionner, ça ne nous empêche pas de réfléchir à comment, dans nos propres vies, nous sommes complices ou au contraire résistants, résistantes à ce genre de système, à ce genre de retour de bâton. Voilà, il me reste à vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis à vous inviter à aller faire vos propres recherches. Je vous donne 3 pistes. D'abord, le bouquin de Suzanne Faludi, Backlash, qui a une nouvelle préface aujourd'hui, adaptée justement au monde dans lequel nous vivons. Il y a aussi tous les bouquins de Mona Chollet que j'ai envie de mettre en avant parce que Mona Chollet elle a je trouve une analyse extrêmement pragmatique de ces questions puis qui permettent de comprendre un peu qu'est-ce qui se joue dans nos sociétés. Et puis, il y a des podcasts, il y en a plein. Parlons des couilles sur la table, par exemple, qui s'intéressent aux masculinités dans notre société. Et c'est extrêmement intéressant d'aller voir comment cette analyse peut être faite sous un angle féministe pour comprendre en quoi les masculinités ont des choses à apprendre, des choses à déconstruire, des choses à nous apprendre aussi, à nous les femmes, et puis comment nous allons pouvoir apprendre à vivre, continuer à vivre ensemble. Dans les couilles sur la table, il y a des épisodes sur la manosphère, il y a des épisodes sur MeToo, il y a aussi des épisodes extrêmement intéressants qui ont été écrits, qui ont été publiés après le procès de Mazan. Enfin, je vous invite pour l'anecdote à aller voir les magnifiques extraits de la commission d'enquête parlementaire française sur les influenceurs TikTok. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour la suite. Le truc des étoiles, vous le connaissez.